suis Pierre Chevillard, je suis journaliste spécialisé dans l'immobilier pour le groupe Particulier à Particulier et nous allons aborder un aspect intéressant du neuf qui est la possibilité que vous puissiez acheter moins cher à travers des mécanismes qui commencent à être connus comme la location-accession ou la TVA réduite dans certains emplacements. Et puis le petit dernier qui est le bail réel solidaire qui est un système qui est original, novateur. Et l'idée c'est de vous expliquer comment ça fonctionne, les conditions pour en profiter, les opportunités, les avantages que vous pouvez en retirer. Donc pour ça, nous avons deux spécialistes. Nous avons Cécile Simon, qui est responsable des politiques sociales à la Fédération des coopératives HLM, donc qui travaille sur tous ces dispositifs, et Cécile Hagman, qui est directrice générale de la coop foncière, qui elle aussi est une des spécialistes de ces montages, dont la principale caractéristique est de vous permettre d'acheter moins cher. Alors ça, évidemment, quand vous avez des dispositifs qui vous permettent d'acheter moins cher, vous avez forcément des conditions pour en profiter. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 3 dispositifs. On va commencer par la TVA à 5,5. C'est-à-dire que la TVA à 5,5, plutôt que de payer votre logement avec une TVA à 20%, eh bien, vous allez payer 5,5. Donc, vous allez faire pratiquement près de 15% d'économie sur un logement neuf. Donc, ce qui est quand même très intéressant. Alors, Cécile Hagman, la TVA à 5,5. Ou Cécile Simon, c'est plutôt vous. Alors, Cécile, comment ça fonctionne, la TVA à 5,5? Alors, ma foi, ça fonctionne à la fois de façon assez simple, oui. Puisqu'effectivement, pour bénéficier de ce type de dispositif, en termes d'accession à la propriété, la TVA à taux réduit, dans ce cas-là, s'applique sur des territoires un peu spécifiques, dont vous avez déjà commencé de dire un mot, puisqu'il s'agit de territoires concernés par une convention de rénovation urbaine, donc dite zone en rue, ou quartier prioritaire de la ville, dite zone QPV, ou dans les 300 mètres de ce type de zone géographique. D'accord. Tout simplement. Et il y en a beaucoup en France, des secteurs comme ça? Il y en a effectivement un certain nombre. Pour ce qui concerne les coopératives HLM, c'est une production qui concerne, on va dire, environ 10% de la production de logements en accession sociale à la propriété sur le territoire. Donc, ce n'est pas une frange, une quote-part très élevée de notre production. Pour autant, sur ces territoires, il y a un certain nombre d'opportunités extrêmement attractives, puisqu'on est sur des quartiers en renouveau également. Et c'est l'occasion de dire que les organismes HLM peuvent aussi faire de l'accession à la propriété. Évidemment, effectivement, les organismes HLM, l'accession à la propriété rentre pleinement dans leur objet social. C'est une chose qui concerne en particulier les coopératives HLM que je représente aujourd'hui, qui sont des opérateurs un peu spécifiques du monde HLM, puisqu'ils n'ont pas vocation première à être des bailleurs, comme les offices publics que beaucoup connaissent par exemple, mais qui sont plutôt spécialistes de la promotion sociale dans des conditions encadrées, notamment par des textes réglementaires et par des dispositions de l'État. Et ça s'adresse à qui? Est-ce que, par exemple, il y a des conditions de ressources pour en bénéficier? Alors, ça s'adresse à beaucoup de gens, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Effectivement, le premier réflexe, j'ai envie de dire, à avoir, c'est de vérifier si on est malgré tout éligible. Et le premier critère d'éligibilité se fait par rapport aux conditions de ressources. Donc généralement, le réflexe à avoir, c'est de sortir de sa dernière fiche d'imposition, de regarder en haut à gauche la petite case où est inscrit le revenu fiscal de référence, voilà. Et nous, on se base sur le revenu fiscal de référence N-2. D'accord. Voilà. Celui de 2021 pour une demande faite en 2003. Exactement, tout à fait. Donc avec 2 ans de décalage et en fonction des types de produits dont on va vous parler là lors de cette conférence, effectivement, il ne faut pas dépasser un certain plafond. Donc en fonction du type de produit, en fonction de la zone géographique de l'acquisition, ce plafond est différent selon qu'on considère une acquisition sur l'Île-de-France où le marché est extrêmement tendu et il sera un peu plus faible sur des marchés plus éloignés, on va dire, sur le territoire et qui dépend également de la composition de votre ménage. Et ces plafonds de ressources, ils sont bas, ils sont élevés, ça concerne beaucoup de monde? C'est des plafonds de ressources qui vont pouvoir toucher, on évalue à peu près 70% des ménages en fait, français. Donc ça s'adresse à, j'ai envie de dire, la plupart
de vous qui êtes là à cette conférence. Ce qui est très important d'avoir surtout en tête, et vraiment je tiens à le signaler, c'est que tous ces dispositifs en fait sont dédiés à de l'acquisition au titre de résidence principale. Oui, on ne fait pas d'investissement locatif. On n'est pas là, on ne favorise pas en achetant moins cher l'investissement locatif. On est vraiment là pour permettre à des ménages modestes ou moins modestes d'ailleurs, parce qu'un certain nombre de plafonds peuvent être assez élevés, mais d'accéder à la propriété pour loger sa famille, pour y habiter au quotidien et sur un temps long. Et il faut être primo-accédant, c'est-à-dire acheter pour la première fois ou On n'est pas du tout obligé d'être alors ni primo-accédant, donc effectivement à savoir avoir été propriétaire de sa résidence principale dans les 2 dernières années. Ce n'est absolument pas une obligation. De la même façon, il n'est pas du tout obligé, ce qu'on peut parfois nous demander, d'être déjà locataire par exemple du parc social. Ce sont 2 choses qui sont complètement différentes. C'est un accès qui est tout à fait libre et qui concerne une très large part de la population. Je crois qu'on peut assez facilement rentrer dans les cases en fonction des dispositifs qui sont prévus. Et pour le reste, ce sont des logements neufs tout à fait classiques qui respectent les normes, les réglementations. On a parlé des avantages du neuf ce matin. Quand on achète ce type de logement, on bénéficie des avantages du neuf. Oui, bien évidemment. L'idée, c'est pas du tout de proposer, parce qu'on s'adresserait par principe à des ménages qui gagneraient moins d'argent, c'est pas du tout l'idée de proposer des logements au rabais, pas du tout. Nos promoteurs ont exactement les mêmes contraintes en termes de réglementation thermique, les efforts énergétiques, en termes de qualité de la construction du bâti. On a les mêmes garanties financières d'achèvement, on a les mêmes dispositifs d'assurance derrière pour accompagner les accédants. Évidemment, on n'a absolument pas à rougir de la qualité de ce qu'on produit et même la plupart du temps, on est plutôt extrêmement fiers de la qualité, notamment des finitions qu'on propose aux accédants. Bon, ben voilà, très bien. Merci. Alors, Cécile Hagman, le deuxième dispositif, c'est la location-accession. Alors là aussi, quel est le principe? Location-accession, c'est-à-dire qu'on est d'abord locataire et après on achète. Tout à fait. Je pense que Cécile pourra me compléter parce que moi, je suis plutôt spécialiste du bail réel solidaire. Mais le principe de la location-accession, en fait, c'est ce que vient de présenter Cécile Roussel. C'est un bien qui est cédé avec donc une TVA réduite, mais on rajoute en plus cette spécificité que pendant une période donnée, en début d'acquisition, le ménage est locataire et qu'il a la possibilité, d'une certaine manière, de tester son logement et sa volonté d'en devenir propriétaire. Et il a un certain laps de temps pour ce qu'on dit activer une clause d'achat et donc passer de locataire à propriétaire. Et donc c'est une clause qui s'active et on devient propriétaire et on reste dans son logement. Ou si on ne l'active pas, alors il faudra quitter le logement et l'organisme HLM, parce que là le PSLA est un produit d'organisme HLM, va avoir un engagement à reloger le ménage dans le parc locatif social pour pouvoir revendre ce logement à un autre futur accédant. Mais peut-être Cécile, tu pourrais mieux préciser ou compléter que moi éventuellement ce sujet. Non, tu as très bien présenté le PSLA, c'est exactement ça. C'est un dispositif d'acquisition en fait qui se fait en 2 temps, avec effectivement une première phase plutôt très courte, dite de phase d'occupation locative, qui est une période d'une durée minimale de 6 mois. À 1 an ou 2 ans en fonction des opérateurs généralement, et qui permet effectivement aux ménages de tester le logement, mais pas que. C'est aussi la capacité, le temps qui est nécessaire parfois au ménage pour construire son plan de financement, pour trouver la meilleure façon de le ficeler, parce qu'on sait que ça peut être des choses un petit peu longues, parfois un peu compliquées. Ça permet de bâtir un apport personnel, par exemple. Ça permet de construire tout à fait un apport personnel, puisque durant cette phase locative, le ménage va verser en fait une redevance au titre de l'occupation du logement qui est le sien. Et sur cette redevance, il y a une petite part, dite part acquisitive, qui est conservée, sacralisée pour le ménage et qui constituera peu à peu son apport personnel au moment où effectivement il décidera d'activer cette option d'achat et donc, comme on dit, en fait, de lever l'option sur son logement. Et donc ça permet de constituer, à côté de l'épargne qui est peut-être déjà la sienne, une épargne acquisitive. Et puis surtout, ça permet pour le ménage, et ça c'est vraiment extrêmement important, de tester et sécuriser sa capacité à faire face au remboursement qui seront les siens durant le reste
de sa phase d'accession, puisque la redevance qui va être versée par le ménage sur ces 6 mois ou 1 an ou 2 ans ne dépassera en aucun cas le montant de ses remboursements de prêt à partir du moment où il aura levé l'option. Donc c'est vraiment une façon pour le ménage de se dire, entre ce que j'avais projeté, ce que j'avais calculé sur le papier avant d'y être, et maintenant que j'y suis et que je dois y faire face, est-ce que vraiment je suis dans les clous, est-ce que ça fonctionne, et est-ce que je peux me projeter dans cette acquisition sur un temps plus long qui sera celui de mon remboursement de prêt immobilier. Et sur la location-accession, là aussi, il y a des plafonds de revenus à respecter? Alors oui, il y a des plafonds de revenus qui sont un petit peu différents des plafonds dont on a parlé précédemment, qui sont spécifiques à la location-accession, qui là aussi dépendent de la zone géographique dans laquelle l'acquisition va se faire, et qui dépendent également du nombre de personnes en fait, qui est destiné à occuper le logement. Ce qu'on n'a pas dit sur le PSLA, si je peux me permettre, c'est que là, on est sur une conférence sur acheter moins cher. Alors, le PSLA, c'est effectivement un produit extrêmement intéressant dans sa construction parce que financièrement, il y a cet impact de la TVA à taux réduit qui n'est pas marginal. 15 points aujourd'hui, ça compte et ça compte beaucoup. Et pour encore baisser le coût, j'ai envie de dire, de cette acquisition, est attaché au PSLA un dispositif fiscal qui exonère le ménage de taxes foncières pendant 15 ans. Ah oui. Donc une exonération de plein droit pour laquelle il n'y a pas de condition autre que celle de respecter le plafond de ressources qui nous a donné droit à l'entrée dans les lieux. Et donc pas de taxes foncières exonéré totalement pendant 15 ans. Oui, c'est intéressant parce que j'ai cru comprendre que la taxe foncière elle augmentait beaucoup partout. Oui, c'est effectivement pour un certain nombre de collectivités un levier intéressant à mobiliser. Et donc effectivement, dans un processus d'acquisition, ça peut vite chiffrer. Oui. Et là, c'est évident qu'on joue de façon extrêmement massive sur la capacité... Et par rapport au dispositif précédent, la TVA 5,5 était réservée à certains secteurs. La location-accession, on peut en faire partout? Du PSLA, de la location-accession, effectivement, on en trouve partout. C'est pas réservé à un territoire géographique. C'est uniquement le souhait du promoteur de contractualiser, parce que ça passe par une convention avec l'État qui octroie sous les conditions dont on vient de parler ces bénéfices fiscaux. Mais on en fait en Île-de-France, on en fait en Bretagne, on en fait dans le Sud-Ouest, on en fait partout. Et sur ce dispositif, comme sur le précédent, on peut bénéficier des aides comme le prêt à taux zéro, par exemple? Bien évidemment, effectivement, le prêt à taux zéro est mobilisable là aussi sous des conditions particulières, revenus, bien évidemment, sur du logement neuf, bien sûr, sous conditions de primo-accession, bien sûr. Alors, on n'est pas obligé d'être primo-accédant, attention, pour accéder en PSLA. Néanmoins, si effectivement on veut le financer avec une part de PTZ, il faut répondre effectivement aux conditions du PTZ. Donc c'est vrai que ça fait des conditions pour l'accession au logement, des conditions pour se faire financer ou pour bénéficier d'un certain type d'aide. Mais là encore, vos conseillers dans les COP HLM, en tout cas, on est là aussi pour vous aider à y voir plus clair, parce qu'on a bien conscience que c'est quand même extrêmement technique, extrêmement compliqué. Ça nécessite forcément une assistance auprès des acquéreurs. Exactement. Ne serait-ce que pour remplir les bonnes cases aux bons endroits. C'est comme tout bon dispositif qui se respecte en France, extrêmement administratif, extrêmement sinon, si juridique, c'était pas compliqué, technique. ce serait pas français, c'est ça? Exactement. Et donc, nous, on est aussi là pour aider nos accédants, ou pas forcément des personnes qui vont être accédants, mais on reçoit aussi, nos opérateurs reçoivent des personnes pour tout simplement les aider à construire leur projet, à y voir plus clair, à se dire quel est le bon produit pour moi. Est-ce que je suis plutôt... je vais plutôt m'orienter vers du PSLA. Est-ce que je vais plutôt aller choisir peut-être du BRS dont Cécile va nous parler, peut-être d'autres formes de produits, et puis effectivement tirer au clair comment on peut optimiser aussi nos plans de financement, comment on peut aller chercher des aides, c'est la question que j'allais vous poser, parce que là aussi le financement c'est pas forcément évident, il y a des aides, il y a des conditions bancaires, et là aussi vous cadrez vos acquéreurs pour faciliter les choses. Bien sûr, nous notre objectif c'est de permettre une accession à la propriété qui soit la plus sereine, la plus apaisée possible. C'est pas du tout de mettre nos accédants en difficulté, donc notre métier c'est évidemment de construire du logement, mais c'est bien évidemment de les accompagner
C'est de les conseiller, c'est parfois de les représenter dans des partenariats qu'on peut avoir avec des établissements bancaires, c'est de défendre leur dossier, c'est d'expliquer que quand ils accèdent à la propriété avec une coopérative HLM, ils bénéficient d'un certain nombre de garanties qui font que, au final, ce processus d'acquisition n'est pas risqué pour l'organisme aussi financier qui va prêter. Puisqu'on a un certain nombre de clauses de sécurisation. Alors là, on n'en a pas parlé, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est important aussi pour nous d'expliquer ça à nos partenaires financiers et pour permettre, encore une fois, au plus grand nombre d'aboutir sur ce processus d'acquisition. Cécile Lagoual sur la sécurisation, c'est-à-dire qu'en location-accession, si j'ai bien compris, si vous décidez de ne pas acheter, donc vous êtes logé dans le parc HLM du bailleur social, et si on a du mal à payer, comment ça se passe ? Eh ben, c'est un petit peu pareil. La coopérative HLM, elle est là pour vous accompagner et vous trouver une solution, un plan B, j'ai envie de dire, une solution de repli. Nous, notre objectif, c'est que tout le monde soit logé et bien logé et logé dans des conditions qui respectent les moyens et les desiderata de chacun. Donc, effectivement, si après avoir levé l'option, vous êtes dans les lieux et il vous arrive un événement qui impacte de façon significative votre capacité à faire face aux échéances qui sont les vôtres, eh bien, votre coopérative HLM est là pour vous proposer du relogement, pour vous proposer, le cas échéant, le rachat de votre bien. Parfois, on a des ménages qui sont contraints dans l'urgence de revendre leurs biens et on sait là aussi que c'est pas forcément toujours très simple. Et puis il y a un stress si c'est en urgence. Il y a un stress, il y a parfois une urgence de calendrier à le faire qui fait qu'on ne peut pas forcément tout gérer tout seul. Eh bien, l'opérateur est là aussi pour se tenir aux côtés des accédants et leur permettre de rebondir de la meilleure façon qui soit. Merci. Alors Cécile Lagoual, un troisième dispositif, le petit nouveau, on pourrait dire, le bail réel solidaire, comment ça fonctionne ? Alors le bail réel solidaire, effectivement, c'est le petit dernier de l'accession sociale à la propriété. Donc ça a beaucoup de points communs avec les précédents dispositifs. C'est un produit qui est réservé à des ménages sous plafond de ressources, le même plafond que le PSLA. C'est un dispositif qui peut être diffusé partout, mais qui a quand même plutôt de la place et qui a de l'utilité sociale et de l'efficacité économique, surtout en zone tendue. Et donc le principe du BRS, c'est un principe de dissociation, c'est-à-dire qu'il y a un organisme qui s'appelle un organisme de foncier solidaire, qui sont des structures qui ont un agrément de l'État, qui achètent des fonciers et qui en gardent la propriété. Et on fait construire sur ces fonciers des immeubles, des bâtiments, parfois même des pavillons. Et on va vendre les logements, mais on va vendre que les logements, pas le foncier d'une certaine manière. L'organisme reste propriétaire du foncier. Et donc ça permet de vendre des logements entre 25 et 50% moins cher que dans les prix du libre. Un, parce qu'on a la TVA à taux réduit, et deux, parce qu'on sort le prix du foncier et on sait qu'en Île-de-France, dans les zones les plus tendues, on va exclure Paris qui est un peu hors cadre, mais c'est facilement 30-40% du prix d'un appartement qui est le prix du foncier, c'est 30 à 40% du prix de l'appartement, en gros. Donc quand on sort le prix du foncier, on arrive à avoir effectivement alors il y a des territoires où les fonciers sont quand même beaucoup moins chers, mais on arrive à assez facilement atteindre 25%, 30% de décote entre le prix de notre logement et le prix du marché. Mais on paye une redevance, un loyer pour le terrain ? Effectivement, le principe, c'est que le ménage qui achète les logements, plutôt que de lui faire acheter tout le prix du foncier, il paye chaque mois une redevance et qui est en gros une forme d'usage, un loyer, le paiement du fait qu'on met à sa disposition le foncier. Donc la redevance, elle varie beaucoup d'une opération à une autre, d'un organisme foncier à l'autre, mais pour la charge mensuelle du ménage, on considère que l'emprunt, donc la partie qu'on a empruntée, qu'on rembourse, va représenter 90% de la charge qu'on paye chaque mois et la redevance va représenter de l'ordre de 10%, ce qui permet de capitaliser 90% de sa dépense mensuelle. Et ce loyer pour le terrain, il est pris en compte par la banque dans le plan de financement ?
Tout à fait, parce que c'est une charge réelle. Quand on a un loyer de 2 € par mètre carré de surface habitable, donc, qui peut aller de 100, 130, 150 € par mois, c'est pas neutre. Et donc les banques, elles prennent en compte et le prix de l'acquisition et donc le remboursement de l'emprunt et la redevance, plus elles provisionnent toujours les charges, mais comme dans toute acquisition. Et c'est sur cet ensemble-là qu'est calculé le taux d'effort du ménage pour vérifier qu'il ne sera pas en difficulté pour payer ses charges de copropriété, qu'il ne sera pas en difficulté pour payer sa redevance et encore plus son emprunt, parce que les banques, ce qu'elles veulent, c'est qu'on rembourse l'emprunt. Donc tout ça est quand même très regardé pour éviter de mettre qui que ce soit en difficulté sur toute la chaîne, la banque, l'acquéreur, l'organisme de foncier solidaire. Donc on est aussi un outil qui est beaucoup investi par les coopératives HLM et les organismes HLM en général. Donc un produit fait par des acteurs spécialistes de l'accession sociale et donc très attentifs dans la commercialisation à ne pas mettre en difficulté les ménages à qui on vend les logements. Et justement, quand on achète un logement, on dit qu'il faut penser à la revente. Ouais. Mais là, on achète un logement et on paye un loyer sur le terrain. Comment on revend ? Alors c'est un logement, les acquéreurs en BRS sont pleinement propriétaires. C'est-à-dire que, ok, vous n'êtes pas propriétaire de votre foncier. Quand on vit dans un immeuble collectif, le foncier, c'est une partie commune en fait. On est propriétaire de son appartement, les parties communes, elles sont à la copropriété. Donc c'est, en fait, intellectuellement, c'est un peu le même cheminement. Quand vous achetez en BRS, vous pouvez vendre quand vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Je ne sais pas si on l'a dit en PSLA, mais il y a une restriction. En PSLA, il faut être propriétaire un certain temps avant de revendre. En BRS, il n'y a pas cette contrainte-là parce qu'il y a une contrainte à côté qui est que vous ne pouvez pas revendre à n'importe quel prix. On va vérifier que le prix du logement, il a une augmentation, mais pas une augmentation très forte. Et ce sont des clauses qu'on valide préalablement avec les ménages. Donc, on peut revendre à tout moment, à un prix avec une petite plus-value, c'est comme ça qu'on le formule, une plus-value limitée parfois, et il pourra le revendre à un ménage qui est lui-même sous plafond de ressources. Donc c'est vrai que c'est une somme de contraintes, de petites contraintes, qui fait que les organismes de foncier solidaire, qui sont là toujours en accompagnement, peuvent structurer aussi des offres pour accompagner à la revente et prendre en charge toute cette logistique-là. Et qu'on soit sûr de cocher les bonnes cases pour revendre aux bonnes personnes dans les bonnes conditions. C'est toujours compliqué de commencer à parler avec les personnes en leur demandant leur revenu fiscal de référence de l'année d'avant. Et donc, pour éviter ça, en fait, je pense que les organismes de foncier solidaire vont structurer une offre. Et nous, en tout cas, à la COP Foncière, on est en train de la structurer pour avoir de quoi accompagner nos ménages. Pour ces 3 mécanismes, on achète dans le neuf, donc on est copropriétaire. Donc oui. Il faut anticiper les charges, il faut aussi prendre en compte cette façon de vivre. Quand on est locataire, on paye seul loyer et des charges locatives. Quand on est copropriétaire, on paye des charges de copropriété, c'est pas forcément pareil. Oui, tout à fait. C'est extrêmement important de se dire, de mesurer effectivement ce changement de statut. D'être locataire et d'être copropriétaire, ça n'a effectivement rien à voir. On n'appelle pas un gestionnaire de quelqu'un quand on a un souci pour changer une ampoule ou pour la rambarde d'escalier. Tout ça, c'est des charges de copropriété qui sont évidemment à prendre en compte quand on budgétise son projet, quand on y réfléchit, parce que les charges de copropriété, elles peuvent être extrêmement variables d'un projet d'acquisition à un autre, mais effectivement, on est pleinement propriétaire et donc dans les droits et les devoirs d'un copropriétaire avec un gestionnaire de syndic avec qui on va être en relation. Et effectivement, ça donne lieu à des charges financières qu'il faut rajouter et qu'il faut intégrer dans son plan de financement, bien sûr, parce que ce sont des appels trimestriels et il est évident que tout à chacun doit être en capacité aussi d'y faire face, mais tout simplement aussi pour le bon entretien du bâti et puis pour une façon aussi de sécuriser son bien et le bien vivre dans le logement qu'on a choisi.